Marion Pastor, je suis psychiatre référente de l'Occitanie pour la JPJA. Je vais vous présenter Madame Philippa Motte, qui est formatrice, père aidante et coach en entreprise et dans les services de soins en santé mentale. Elle œuvre à faire évoluer les représentations et les pratiques d'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Elle est aussi écrivaine. Elle a publié aux éditions Stock Le jour où ma mère m'a tout raconté en 2021 et C'est moi qu'on enferme en mai 2025. Je vous invite d'ailleurs à lire ses livres. Je m'adresse notamment à mes collègues qui travaillent avec des usagers hospitalisés en soins sous contrainte, car c'est une œuvre très intéressante qui permet de remettre en question nos pratiques, ce qu'on ne fait pas toujours. Elle aborde d'ailleurs dans son livre « C'est moi qu'on enferme » comment ces enfants l'ont aidé à se raccrocher à la réalité et à engager un travail de rétablissement. La parentalité, les troubles psychiques sont un sujet que l'on aborde peu, et souvent sous le prisme de la prudence et du contrôle. L'intervention d'aujourd'hui nous permettra donc d'avoir un éclairage précieux de la part d'une usagère. Mesdames et messieurs, Philippa Motte. Bonjour. Je me faisais la réflexion en écoutant très attentivement la table ronde précédente où on a parlé de littérature scientifique, et là je vais amener un peu de littérature tout court, et où on était sur ces éléments de recherche, de preuve. Et moi, je vais arriver avec un propos qui est très personnel. Donc, le contraste, il est important. C'est même un peu intimidant. Je vais parler de la parentalité. Et alors, peut-être je vais réduire un peu mon sujet d'une maman, de qu'est-ce que c'est qu'être une maman et d'être confrontée à des troubles psychiatriques. Et je me suis dit, en préparant cette intervention, à quel point c'était difficile d'avoir un propos sur ça, tellement ça touche à l'intime, tellement chaque femme qui va avoir un parcours avec ses troubles et en même temps vers la maternité, dans la maternité, a un vécu qui est singulier, unique. Et donc moi, je vais partager mon vécu et essayer d'en tirer quelques enseignements qui puissent être peut-être un peu plus généraux, mais en précisant la dimension très personnelle de tout ça. Et je voudrais commencer par vous lire un passage de « Et c'est moi qu'on enferme » qui m'est un peu tombé dessus, ce passage. Parfois, il y a des textes comme ça, quand on écrit, qui tombent, qui arrivent comme quelque chose d'évident et peut-être d'essentiel. « Il faut que je parle de leurs yeux. 4 petites billes brunes pointées sur moi comme une invitation à ne pas lâcher. Paul et Félix ne me sauvent pas la vie. Je refuse de leur mettre cette lourde responsabilité sur les épaules. Je crois qu'il est plus juste que je conserve le mérite de mon sauvetage. Ils ne me sauvent pas la vie, mais ils existent. Et leur existence change tout. Elle m'impose une responsabilité et rejette au loin bien des dangers, à commencer par le suicide. Je peux certes disposer de moi-même, mais je ne peux pas leur faire ça. Maintenant qu'ils sont là, l'option ne se pose plus. Avant, oui. Dans les périodes très sombres, dans le tunnel de la dépression, l'idée m'a travaillé. J'ai mené d'âpres conversations intérieures avec le suicide et malgré ma volonté de tenir à distance ce terrible interlocuteur, il s'est incrusté dans ma vie pendant de longs mois. Il m'a suivi au moment où je me couchais, me murmurant la possibilité de me réfugier dans ses bras. Leur existence a mis fin au débat. Ils m'ont aussi protégée d'une mort plus redoutable que la mort elle-même, celle de devenir une mère morte-vivante, dévorée par la dépression, enchaînant les séjours en psychiatrie, abrutie par les médicaments, avec eux à mes côtés. Je n'ai pas d'autre choix que de renaître encore une fois. Pourtant, malgré la direction que me montrent leurs yeux, je ne sais pas toujours comment faire. Pendant de longs mois, au début, je suis une maman fatiguée, à la mine grise et triste, les joues couvertes de boutons, habitée par un dégoût d'elle-même très profond. Mais je ne peux pas arrêter d'être leur mère. Le matin, il faut les réveiller à 7h30 pour aller à l'école. Il faut étaler le Nutella plein d'huile de palme sur les toasts briochés. Il faut faire chauffer le lait, s'habiller. Il faut reconstituer les paires de chaussettes. Il faut mettre le manteau, les gants et la cagoule, c'est l'hiver. Il faut partir pour arriver à 8h30, les emmener jusqu'à leur classe, les embrasser, leur faire coucou de la main et partir travailler. Le week-end, il faut jouer au Lego et à la pâte à modeler. Il faut les emmener au parc et arbitrer les conflits. À qui est le râteau vert ? Qui se servira en premier du seau jaune ? J'appelle ça
la diplomatie de bac à sable. Quand ça m'agace de les voir se disputer pour rien, je me dis que eux, au moins, ont l'excuse d'être tout petits et de ne rien savoir de la vie. Il y a tellement d'adultes qui ne sortent jamais du bac à sable, obsédés à l'idée de savoir à qui est le râteau vert, qui se servira en premier du seau jaune. Les hommes confondent la vie avec un bac à sable. Le soir, il faut prendre le bain, dîner, lire l'histoire et les couvrir de baisers avant d'éteindre la lumière. Il faut les soigner quand ils sont malades, les emmener se promener le week-end, inviter 15 copains pour leur anniversaire, gonfler des ballons et inventer des jeux. Tout cela me tient vivante et droite, sans que jamais je ne me demande à quoi bon. Tout cela me contraint à opérer cet incroyable tour de force par lequel je vais me redresser. Voilà pourquoi je crois important de parler de leurs yeux et du privilège que je ressens d'être leur maman. Le jour où j'ai accouché de Paul, mon premier fils, le 6 juin 2006, je ne sais pas par quel subterfuge, parce qu'en fait, c'est des choses qui n'arrivent jamais, ma mère est parvenue à rentrer dans la salle d'accouchement. J'étais avec mon mari, Paul venait de naître, et je tenais mon fils contre moi. Voilà, comme toutes les mamans, quand leur enfant vient de naître, on leur pose sur elle, et je vois débarquer ma mère en salle d'accouchement. Ça m'a fait plutôt plaisir, et je me suis demandé comment elle avait fait, parce que normalement, on ne peut pas avoir de visite avant d'être remonté dans sa chambre. Et plusieurs fois, depuis que Paul est né, il a 19 ans aujourd'hui, ma mère m'a raconté ce moment, et elle m'a dit « Oh là là, Philippa, quand je suis rentrée dans ta chambre et que je t'ai vue avec ton fils sur toi, je me suis dit, c'est bon, le lien est là, c'est une maman, ça s'est créé. » Et puis elle m'a raconté cette histoire depuis que Paul est né. Vous savez, des femmes se racontent encore et encore les mêmes histoires de ces moments tellement forts. Elle me l'a dit plein de fois, ça. Je me disais, tiens, ça lui tient à cœur de me souligner quand je t'ai vue avec ton bébé. Et pour la première fois cet été, elle a terminé l'histoire. Elle a mis 19 ans. Et je ne sais même pas si elle s'en est rendue compte elle-même qu'elle ne m'avait jamais donné la fin de l'histoire. Et cet été, elle m'a dit, oui, quand je suis arrivée dans cette chambre, je me suis dit, le lien existe parce que tu sais, Philippa, si tu savais ce qu'on m'avait dit avant que tu accouches de Paul, étant donné que tu avais déjà vécu 2 épisodes maniaques, des hospitalisations sans consentement, et que tu avais reçu un diagnostic de trouble bipolaire, si tu savais ce qu'on a pu me dire avant que tu accouches, de l'incapacité des femmes qui avaient ta problématique à être mère, à nouer un lien avec leurs enfants. Et je me dis, c'est fou. Elle a mis 19 ans à me donner ça, cette information-là. Je suis très reconnaissante de ne pas me l'avoir dit. Et surtout, en fait, je suis surtout reconnaissante de ne pas avoir projeté, d'être venue. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Elle est venue vérifier quelque chose ce jour-là. Moi, je ne savais pas qu'elle était en mode vérification. Mais elle a fait confiance à ce qu'elle a vu et elle ne m'a pas encombré l'esprit de ces considérations-là. Et globalement, je suis assez étonnée avec le recul à quel point j'ai été pas encombrée par tout ça. Moi, quand j'ai décidé d'être une maman, je venais de me marier, j'étais dans une phase de ma vie où je travaillais et jamais j'aurais imaginé, c'est une grande naïveté de ma part, que quiconque pourrait venir questionner ma possibilité d'être une maman. Ça n'existait pas dans mon esprit. Je ne faisais aucun lien entre le fait de souffrir de ces troubles et mon projet de vie, de devenir une maman. J'ai découvert bien plus tard, en devenant formatrice père, en accompagnant des équipes, à quel point c'était un gros sujet. Alors, ça avait quand même un gros avantage, cette confiance et cette légèreté qu'ont a priori toutes les mamans qui s'engagent dans un projet de grossesse. Ça m'a beaucoup aidée. Et en même temps, je vais y venir maintenant, je comprends ces questionnements et je me suis posé la question en préparant cette intervention, mais au fond, de quoi j'aurais eu besoin ? Parce que la réalité, c'est que du coup, quand je suis tombée enceinte en 2006, c'était un non-sujet de société, tout ça. Moi, soit j'étais prise en charge, soit j'étais dans la vie. Il n'y avait pas de possibilité intermédiaire. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de Paul, j'étais sous Dépakine. Et on m'avait dit, oh là là, ce médicament-là, il
il peut avoir des effets, heureusement qu'on me l'avait dit. Et donc ça m'a tout de suite mobilisée. Et puis, je suis allée à Robert Debré, où on m'a donné des documents pharmacologiques, et la dépakine a été remplacée par le Tegretol. Et on m'a dit qu'il y avait un protocole de suivi des grossesses sous Tegretol. Et j'ai été suivie à Necker par un monsieur qui s'appelle le professeur Dumez, et qui m'avait accepté dans son suivi, alors qu'il accompagne que des grossesses dites précieuses, mais plus des grossesses gémellaires ou des choses comme ça. Je pense qu'il était intrigué. Il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était le trouble bipolaire. Il n'avait pas la moindre idée de quelles précautions il fallait prendre dans cet accompagnement. Donc en fait, je n'ai pas été accompagnée dans mes grossesses, mais je me souviens d'une anecdote assez drôle. C'est dire s'il ne connaissait pas le sujet. Au bout de 4-5 consultations mensuelles, il m'a dit « Vous êtes sûre que vous avez un problème, madame, de santé ?» Et il me dit « Parce que vous êtes de loin la femme la plus équilibrée que j'ai vue pendant toute la consultation ce matin. Vous êtes sûre que votre médicament vous sert à quelque chose ?» Il était... Voilà, mais bon, moi, ça m'a touchée, mais ça montre aussi... voilà. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment peut-être éviter toute forme de stéréotype et de projection, en fait. Il y a des femmes qui souffrent de troubles psychiatriques et qui ne vont pas avoir de difficultés dans leur grossesse au moment où elles vont mettre au monde leurs enfants et au moment où elles vont les accueillir et devoir prendre soin d'eux, d'autant plus si elles ont eu la chance de pouvoir être accompagnées dans la perspective du rétablissement et d'avoir comme ça et un entourage. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et il y a des femmes qui n'ont jamais souffert de troubles psychiques, qui travaillent, qui gèrent tout, et qui, au moment d'avoir leurs enfants, vont être confrontées à une dépression et qui n'en ont jamais connu auparavant. Et voilà, et donc ne pas faire de projection et je dirais accompagner les femmes qui ont des troubles, c'est une opportunité formidable justement de soutenir ce qu'on appelle toutes ces dimensions du rétablissement, de donner de la confiance, de l'espoir, du pouvoir d'agir, tout en ayant une certaine forme de vigilance, mais en étant dans une confiance. Ça, je pense que c'est très important et je pense que c'est extrêmement souhaitable. Et pour ma part, je voudrais vous dire ce que j'ai découvert en fait par la suite, parce que j'ai eu 2 enfants à 17 mois d'écart quand même, donc c'est très rapproché. Le deuxième, il le sait, je ne lui ai jamais caché, n'était pas tout à fait prévu. Il a été accueilli voilà, avec une grande joie. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les problèmes ou les difficultés se sont posées un peu plus tard. Parce que voilà, quand on est une maman, on s'occupe de ses enfants, on est dans la vie et on se préoccupe beaucoup moins de soi et rien ne pouvait m'aider à concilier une maternité tout à fait classique, mais sans doute une zone de vigilance à avoir quand même particulière. Je vais vous lire un autre passage du livre et puis je vais essayer d'expliciter parce que ça me semble important. Ces derniers temps, mes garçons et moi sommes souvent seuls. Paul a presque 3 ans, Félix 1 an et demi. Mon mari travaille en province 3 ou 4 jours par semaine. Je crois que sans m'en rendre compte, je me suis un peu épuisée. Être la maman de tout petits enfants, c'est donner beaucoup pour eux et voir ce qu'il reste pour soi après. Cette période de la vie est comme ça. Bronchiolite, dents qui poussent, gastro, nuit sans dodo, le bain, les repas, le parc, les canards, et à force d'être là pour eux, d'être seule et totalement disponible, j'ai sans doute développé une fatigue sournoise et fragilisante que j'ai minimisée. Difficile pour moi de concilier l'envie farouche que j'ai d'être vivante parmi les autres et cette vulnérabilité que j'ai du mal à accepter. Je ne sais pas quelle place lui donner dans une vie qui n'a pas le temps pour ça et dans un monde qui ne la comprend pas. Donc en fait, c'est plus tard, il y avait des circonstances difficiles dans ma relation avec mon mari, j'essayais de lui dire des choses, j'essayais d'exprimer des besoins. En fait, j'étais dans une difficulté que je ne savais pas nommer et il n'y avait pas d'accompagnement et de soutien. Et là, j'ai fait une rechute qui est celle qui est racontée dans « Et c'est moi qu'on enferme ». Et je me suis rendu compte que une des difficultés qu'on a quand on a ces troubles, et c'est une des choses, un des gros enjeux justement, je crois, dans le rétablissement, c'est que après coup, je me suis rendu compte que les troubles ou les crises, sans même qu'on puisse le nommer ainsi, sont devenus un langage pour nous. C'est-à-dire, à un moment donné, là, j'étais dans une situation où je n'arrivais pas à formuler ce que j'avais à formuler en termes de difficultés, où je n'arrivais pas à moi-même me le formuler à moi-même. Et là, et le danger, c'est que
on connaît le chemin et qu'on va avoir tendance à en faire un moyen d'expression. Et comme m'a dit ma mère un jour, elle m'a dit « Tu n'es pas obligé de faire un accès maniaque à chaque fois que tu veux quitter un homme. » C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça devient un langage. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en fait, avec le recul, qu'à ce moment-là, j'avais des besoins, j'étais en fragilité, j'avais besoin de les exprimer, je ne savais pas comment faire, je n'étais pas accompagnée pour ça. Et c'est là que j'avais besoin d'être accompagnée, à un endroit très humain, de la fatigue de la mère, mais avec cette dimension de fragilité, parce que le problème, c'est que nous, quand on est dans des phases de difficulté aiguë, eh ben, on peut avoir tendance à déclencher ce langage-là. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Et donc, il faut et au moment de ces rechutes, évidemment, au lieu de n'entendre que le délire de la manie, la paranoïa, la persécution, continuer à écouter la femme derrière le langage de la manie. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire qui est vrai pour elle et qu'on a besoin d'entendre pour lui permettre de se rétablir de cette rechute et de retrouver son rôle de maman. Voilà ce que j'avais à vous partager. Et j'avais noté aussi quelques questions que ça me semble poser. Il y a la question, oui, comment est-ce qu'on déculpabilise la femme de devenir mère et d'être mère comme elle est? Ça, c'est très important, évidemment. Et par rapport à comment on accompagne une femme en difficulté quand elle est maman, à la verbalisation de ses difficultés. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le trouble, c'est cette vigilance-là. Et comment est-ce qu'on soutient ces difficultés sans faire de projection tout de suite. Ah, elle a des difficultés, elle est bipolaire, risque de rechute. Ah, vous avez vu, on vous avait dit, elle va rechuter. Non, qu'est-ce qu'elle exprime de ses difficultés en tant que femme? Pas en tant que bipolaire. Pas en tant que... Voilà. Et puis, je voudrais vous lire un dernier petit passage, parce que, en fait, c'est important de finir en se tournant vers les enfants. Parce qu'en fait, c'est ça, être une maman. C'est être la maman d'un enfant et porter le regard sur les enfants. Et les enfants sont essentiels. Oui, une dernière chose avant la lecture du dernier passage. Évidemment, vous l'aurez compris, mes enfants ont été pour moi un immense levier de rétablissement. Mais vraiment, c'est les seuls à pouvoir fissurer le mur de la manie. Je vais lire un passage qui dit ça. Et être leur maman a donné un sens incroyable à la nécessité de me redresser, à la nécessité de structurer ma vie. Je sais que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais c'est aussi comme ça que ça se passe. Voilà un dernier petit passage qui raconte le jour où Paul est venu me rendre visite à Sainte-Anne après 3 mois d'hospitalisation sans consentement. On est dans le jardin de Sainte-Anne. Et je dis ça. En voyant mon fils jouer, une secousse me traverse, comme si la fonction maman se remettait en route. J'entends la voix de la guerrière et pour la première fois, depuis des mois, je lui ordonne de se taire. Ce moment ouvre une brèche dans l'univers irréel auquel je m'accroche depuis tout ce temps. C'est une impression étrange. Je la dissimule du mieux que je peux, mais face à Paul, l'espace de quelques secondes, je ne peux plus nier que ce qui m'arrive et l'état dans lequel je suis ne sont pas dans l'ordre des choses. Paul crée en moi un îlot de clarté. Je découvre que mes enfants ont un super pouvoir face à mon trouble. Je le découvre parce que les premières fois que c'est arrivé, ils n'étaient pas nés. Pour échapper à l'inconfort que cette prise de conscience provoque, je me tourne vers mon mari qui nous observe avec un mélange de tendresse et de défiance. Je lui dis que je regrette que Félix ne soit pas là, qu'il me manque. Il me répond que c'était trop compliqué d'emmener les deux, que Félix est trop petit pour venir. Au moment de se quitter, mes épaules, déjà courbées par le poids des traitements, s'affaissent encore davantage. Les épaules de Paul se vouent elles aussi. Il a 3 ans. Je suis sa maman. Il ne le dit pas, mais je dois beaucoup lui manquer. Avant cet épisode, nous passions notre vie ensemble. Il fixe tristement le sol jusqu'à ce que son visage s'illumine à nouveau. Il plonge la main dans l'herbe, arrache une petite fleur et me la tend. Tiens, maman, une pâquerette. Voilà.
J'ai respecté. Merci beaucoup, Philippa, pour ce témoignage très personnel. Oui. Donc, je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau, parce que ça doit... Merci. Parce qu'en effet, ça ne doit pas être un exercice facile à faire devant une salle comme ça. Oui. On s'était dit qu'on prendrait un petit temps s'il y avait des gens qui avaient des questions ou qui voulaient intervenir. Non? Si? Allez. Enfin, c'est pas une question. En fait, je suis père aidante nouvellement diplômée là, en juin 2025. Et c'était juste pour vous féliciter, en fait, parce que ce que vous... en tout cas, moi, ce que je ressens à votre écoute, c'est le cœur qui se serre et vraiment une sincérité, l'émotion qui va venir, mais c'est magique. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Moi, je peux rebondir aussi. C'est quand vous dites qu'il faut écouter la mère derrière l'épisode maniaque, c'est vrai que souvent, du coup, là, je vais parler des femmes en épisode maniaque. C'est vrai que dans ces moments-là, souvent, elles abordent des sujets, le couple, les enfants, ou des fois, c'est vrai qu'on a du mal on se dit, ah ben non, c'est la manie qui fait ça, tout ça. Et en fait, du coup, je m'en souviendrai pour les prochaines fois. Oui. Merci Philippa pour votre témoignage. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, que je trouve superbe, on en a déjà parlé, et qui m'a vraiment serré le cœur, c'est quand vous racontez que le jeune interne en psychiatrie qui vous reçoit, quand vous décompensez, vous appelle mademoiselle. Vous dites non, je suis mariée, appelez-moi madame, j'ai 2 enfants, et ne vous croit pas. Et on vous dénie sans arrêt le droit d'avoir un mari, de vouloir être appelée madame et d'avoir 2 enfants. Alors ça se passe en l'an 2000. Non, 2010. Ou même 2010. Je ne m'en remets pas. Donc voilà, je voulais vous dire, ici, il y a des médecins, psychiatres, des gens qui ont été internes. Je trouve ça effrayant comme non-respect de la dignité du droit. Elle doit être en phase maniaque, donc elle me dit n'importe quoi. Je vous fais part de ma stupéfaction et de mon indignation. Ça fait un peu écho à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que comme les propos du délire parfois peuvent avoir un caractère très exacerbé, ça empêche d'entendre des choses essentielles et qui restent essentielles en fait. Et c'est vrai que moi, en tant que père aidante, quand je parle à quelqu'un qui est dans un état où je peux percevoir dans son discours des éléments, par exemple, dans lequel il peut y avoir une dimension de paranoïa ou dans une dimension exacerbée, je suis toujours extrêmement vigilante à ne pas balayer ce qui est dit. Et j'essaye même de formuler, de dire, là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de paranoïa, mais je pense qu'il y a une racine à tout ça et qu'il y a quelque chose qui est exprimé qui est important. Et donc, essayons de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est exacerbé et comment discerner l'un de l'autre. Parce qu'en fait... plus on entendra ce qui était important et plus on va pouvoir l'accompagner par la suite. Et ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de la vie. Hein, plus on va éviter que ça se reproduise et aussi comment accompagner la personne pour pouvoir verbaliser les choses autrement que par ce biais-là. Voilà, c'est tout un cheminement. Mais c'est vrai que dès qu'il y a des éléments de délire, on n'est plus du tout entendu en tant que personne, et c'est dommage parce qu'il y aurait plein de choses à entendre et à discuter. On va dire la dernière. Et ça favoriserait l'adhésion aux soins, d'être entendu à cet endroit-là, tout de suite. Merci infiniment pour votre présentation. Je suis médecin psychiatre et pédopsychiatre. Je me demandais justement par rapport à ce que vous venez de dire, si la nomenclature, encore une fois, ne nous restreint pas dans notre approche de la personne qu'on accompagne par rapport notamment état maniaque ou état mixte ou état dépressif, comme si c'était que dans l'état mixte où il y avait des éléments de tristesse qui pouvaient être vécus. Et encore une fois, on a l'impression que
les mots posés par la science ou la nomenclature viennent nous limiter dans notre possibilité d'entendre vraiment ce qu'a à dire la personne. La réflexion que je me suis faite en pensant à la nomenclature, c'est le diagnostic, c'est En fait, si on prend un peu de recul, il me semble que c'est une description factuelle de ce qui est à l'œuvre. Alors décrire, ça a son utilité, je veux dire, on observe, on décrit, ça nous permet de voir quels mécanismes sont à l'œuvre. Mais en fait, ça ne dit rien de la personne, ça ne dit rien des leviers qu'elle a en sa possession et de ce qui est important pour elle. Donc c'est ça en fait, c'est que il n'est pas du tout inintéressant ce travail de description qui a été fait. Et d'écrire, c'est toujours intéressant, mais ça ne dit rien des leviers qu'on va avoir pour l'accompagner, ni de ce qu'on a à entendre. Ça, ce qui dit ça, c'est la rencontre et la congruence. Parce que quand je dis être congruent, c'est dire là, vous me faites peur. Là, je ne comprends pas ce que vous dites. Là, ce que vous dites, ça m'inquiète pour telle ou telle raison. Même s'il nous semble que quelqu'un en face ne serait pas en capacité de l'entendre. Je pense qu'on est en capacité d'entendre bien plus de choses. Ouais. Donc, la description d'un phénomène ne nous dit rien du phénomène. Si je décris la Lune, j'ai rien dit de la Lune, quoi. Je ne sais rien sur la Lune. Je peux dire elle est ronde, elle est blanche. Je ne sais rien de la Lune.